Comment créer la peur ? Au cinéma, le sentiment de la peur est un des plus recherchés par les cinéastes. Elle provoque quelque chose au spectateur, un genre de plaisir personnel. Voir de l'horreur sans pour autant se l'infliger. Ce qui est évidemment une option de premier plan pour satisfaire une curiosité. Comprendre à quoi elle ressemble, comprendre ce sentiment, avoir un contrôle dessus. Ce n'est pas pour rien que les films d'horreur font partie des plus rentables. Ils remplissent toujours les salles. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment un réalisateur arrive à vous faire peur ? Aujourd'hui, j'ai déniché 3 scènes de films d'horreur très efficaces. Je vais vous les montrer et on va les analyser pour essayer de comprendre quelles mécaniques elles utilisent pour vous mettre mal. En avançant dans cette thèse, les scènes montrées seront de plus en plus terrifiantes et anxiogènes. Vous êtes prêts ? On est parti. Mais avant de se faire peur, il est important de bien s'hydrater. Suivez-moi. Personnellement, je préfère toujours avoir mon Oli bien frais. Cette vidéo est sponsorisée par Oli. C'est une alternative plus saine au soda classique. Il n'y a aucun sucre, c'est à basse calorie. C'est parfait pour moi parce que personnellement, moi je suis un grand amateur de soda. Et pendant longtemps, j'ai essayé de trouver une alternative sans couper sur le goût, mais en coupant sur les sucres. Avec Oli, je suis satisfait. C'est complètement game changer. Personnellement, je reste agréablement surpris du nombre de saveurs disponibles. Ils ont des énergisants, des hydratations, des thés glacés et même des milkshakes. Présentement, il y a un goût que j'aime bien, c'est le goût pastèque. Voilà, c'est un énergisant. Et en fait, c'est super simple à faire. Tu dois simplement mettre de l'eau dans ta gourde, tu mets ta portion et tu brasses. Et à table. Alors par contre, ça ne remplace pas de l'eau pure, un bon repas ou sinon un entraînement physique. Ça reste simplement une alternative plus saine aux boissons sucrées. Tout est sans sucre, vegan, avec des arômes et colorants naturels, moins de 20 calories et plein de vitamines. Le genre de boisson plaisir qui m'accompagne n'importe où. Pendant mes heures de travail, pendant une soirée ou même pendant une marche en après-midi, c'est super agréable et ça se prête à plein d'occasions. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur site web parce qu'ils proposent plein de trucs super intéressants. D'ailleurs, avec le code promo ARTU5, vous avez 5 € de rabais sur votre première commande si vous vous rendez jusqu'à 14,99 € d'achat. Et sinon, vous avez aussi le code promo ARTU qui vous donne 10% de rabais sur toutes vos commandes. Vous avez le lien en description, sinon vous avez un code QR qui s'affiche à l'écran. Donc merci à Oli de m'accompagner pour cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage. Le long métrage nous conte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui sont en train de réaliser un documentaire sur une légende locale, celle de la sorcière de Blair, qui se déroule dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, aux États-Unis. On ne retrouve jamais les 3 étudiants. On retrouve uniquement leur caméra avec plusieurs rushs à l'intérieur. Ils ont été assemblés pour créer le film de 1h20 qui est The Blair Witch Project. Ce ne sont pas des acteurs, il n'y a pas d'effets spéciaux, tout est réel. Nous allons voir une vraie capture d'activité paranormale sur des êtres humains. Évidemment, tout ça c'est faux, mais c'est l'idée du marketing du film. Faire croire que toute cette histoire est réelle et que ce sont de vraies archives. À l'époque, c'est du jamais vu, donc autant vous dire que les salles de cinéma ont été extrêmement remplies extrêmement rapidement, et autant vous dire que ça a beaucoup marqué. Ce qui s'explique aussi par une réalisation très minime, mais très efficace. Parlons-en. Le film mise en grande partie sur son réalisme dans la réalisation, les dialogues, la mise en scène, le montage, le marketing et j'en passe. Aucune musique, aucun effet sonore, un mixage audio qui donne l'impression qu'il est très peu travaillé, des acteurs inconnus au bataillon pour créer une illusion de réel chez le spectateur, parce que c'est sûr que si tu prends DiCaprio pour jouer le rôle d'un étudiant en cinéma porté disparu, inutile de vous dire que personne n'y croit et que le plan marketing tombe vite à l'eau. Jusqu'à en venir, selon moi, au point fort du film. Il ne montre rien. Pas d'entité, pas de violence, pas de jumpscare, ce qui contraint au cerveau de devoir imaginer à quoi pourrait ressembler le danger. Il y a quoi en dehors de la tente ? Qui a déposé ses constructions dans les arbres et comment ? Qui a capturé leurs potes ? Qu'est-ce qui se passe ? Le film fait monter une tension constante en créant une attente d'un jumpscare ou d'une simple réponse sur le récit et chaque scène se conclut par rien. Les personnages ont peur, ils se font hanter, suivre, mais rien de perceptible. On nous en donne juste assez pour comprendre qu'il y a un danger, mais pas suffisamment pour recevoir la satisfaction de comprendre quel est ce danger. Ce qui nous donne justement envie de terminer l'histoire. Ce qui nous emmène à la scène phare du film, la toute dernière. 2 étudiants cherchent leur compagnon qui a disparu. La recherche les emmène dans une maison abandonnée, au milieu de nulle part. Ils entrent et gueulent son nom. À ce moment-là du récit, les personnages restants sont complètement paniqués et perdent vite leurs repères. L'un des 2 descend un escalier et sa caméra tombe. Il n'y a plus de mouvement. On passe au second personnage qui se retrouve elle aussi à descendre ces mêmes escaliers jusqu'à ce qu'elle voit ceci.
l'art de montrer tout en ne montrant rien. Dans cette scène, on n'a jamais été aussi proche de voir quelque chose. Et cette fin abrupte ne change aucun code que le film a construit jusqu'ici, mais en tant que spectateur de film d'horreur, on est en droit de s'attendre à un jumpscare, une perception de quelque chose. En fait, tout simplement une réponse. Ça ne nous est jamais donné. Évidemment, je ne compte pas la suite, qui est complètement à chier. Et cette récompense qui ne nous est jamais donnée, ça crée une insatisfaction. Parce que ça donne l'impression que le film est terminé, mais pas l'histoire. Le cadre final, en noir et blanc, et le placement du personnage de dos qui a l'air d'être loin tout en étant près, rend une potentielle action encore plus incertaine, ce qui rajoute beaucoup sur ce sentiment d'anxiété et de tension. Comme bouclier final, la caméra qui tombe, déjà qu'on ne perçoit presque rien du film, on nous enlève notre seul repère, notre compréhension de l'espace. Et c'est dans ce summum d'incertitude et de tension qu'on nous laisse. Et selon moi, c'est comme ça qu'on réalise une scène terrifiante. Et celle-ci n'est que la première de la vidéo. Plus on va avancer, plus ça va être pire. Allons-y pour la deuxième. Il était inconcevable pour moi de parler de scènes terrifiantes sans mentionner au moins un film asiatique. Parce que pour moi, dans le domaine de l'horreur, c'est les boss. Dans ce long métrage, des chasseurs de fantômes s'infiltrent dans l'asile abandonné de Gonjiam, en Corée du Sud, lieu qui existe dans la vraie vie, mais le tournage n'a pas pu se dérouler dans celui-ci. Lors de leur enquête, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, l'infiltration va vite tourner au cauchemar. C'est considéré comme un des meilleurs films du genre, de par son atmosphère, son imprévisibilité, son accessibilité et surtout son horreur. Il a tellement provoqué d'énormes réactions que le propriétaire de l'asile, dans la vraie vie, a essayé d'interdire la projection du film en salle, craignant que cela complique la vente de l'immeuble. Dans la vraie vie, cet endroit est considéré comme l'un des plus hantés du monde et je trouve que jouer sur cette méta, c'est quand même une bonne idée. Au niveau de la réalisation et de la mise en scène de celui-ci, je trouve qu'il est plutôt passe-partout. Adapté à un grand public, on a le choix d'opter pour un found footage, ce qui augmente l'immersion, mais au contraire d'utiliser une caméra tremblante et une action dure à percevoir, c'est filmé très précisément. On ne manque aucune miette d'action et on comprend tout ce qui se passe, sans pour autant casser le côté found footage. Le montage n'est pas non plus très compliqué, l'utilisation de plusieurs caméras passe crème et les changements de point de vue sont très fluides. En fait, c'est pas compliqué, prenez tous les points négatifs de la réalisation d'un found footage et gardez les points positifs, à savoir l'incertitude dès qu'un moment de caméra se fait, une compréhension difficile des lieux, des mouvements rapides pour créer le jumpscare, et vous avez Gonjiam Haunted Asylum. De par son scénario et sa réalisation, le film est, somme toute, assez simple. C'est grâce à ses idées qu'il tire son épingle du jeu. Voici un exemple. Après avoir vécu une multitude d'activités paranormales, deux personnages féminins décident de s'enfuir de l'asile. Sur la route, l'une d'elles s'arrête brusquement de bouger et fait dos au point de vue. Le deuxième personnage s'approche d'elle lentement, et ceci se produit. Ce qui me marque, c'est à quel point la séquence est courte, mais que l'effet est énorme. Visuellement, on est sur un mix entre uncanny, un make-up simple, un son de voix totalement inattendu, et le rythme rapide de celle-ci est censé dicter la tension qu'on ressent à ce moment-là. Le cœur commence à battre vite, c'est comme quand une musique commence à s'accélérer. Tout ça, c'est censé créer un sentiment d'incertitude, d'incompréhension, ce qui donne l'impression que t'as aucun contrôle et donc augmente ta peur. Mais bon, je pense que c'est surtout ce visage qui fait 80% du job horrifique, il va peut-être vous suivre dans vos rêves ce soir. Et ce n'est pas encore fini. Film expérimental, très polarisant. C'est le genre de film que t'adores ou tu détestes. Il raconte la simple histoire de deux enfants, frères et sœurs, qui se réveillent une nuit et se rendent compte que leurs parents ont disparu. Une entité mystérieuse joue avec eux. Et c'est tout. C'est pas vraiment un film qui tient de par son scénario, c'est surtout grâce à son atmosphère. Skinamarink est composé en grande majorité de plans fixes, granuleux, longs, qui ne permettent pas de comprendre où on se trouve, sans action la plupart du temps, et dans le noir. Les seuls sons ambiants sont des musiques de cartoon issues d'une télévision, des bruits un peu random de téléportation d'objets, et un peu de dialogue qui sont des chuchotements de la part des enfants. Rarement, la caméra bouge, même si on comprend pas toujours où elle nous emmène. Ce qui est intéressant, c'est que tu regardes un film d'horreur, donc t'as l'impression que quelque chose va finir par surgir. Et ça ne surgit presque jamais. Dans ce plan, par exemple, tu pourrais avoir l'impression que quelque chose va arriver de cette zone, non éclairée. Donc, le plan dure, mais rien ne se passe. Et lorsque tu penses avoir compris les codes du film, à savoir il se passe rien,
tout d'un coup, ça change et il y a un méga jumpscare qui t'explose ta grand-mère. Plus le film avance, plus il redéfinit ses codes et te place, en tant que spectateur, dans une position d'instabilité, car dès que tu penses comprendre comment ça va se dérouler, une action se produit et remet toutes tes croyances en perspective. Tu ne sais pas du tout où tu te diriges. Skinamarink est aussi intéressant dans sa façon de montrer la peur, du point de vue d'un enfant, avec des peurs d'enfant, la peur du noir, la peur de perdre ses parents, la peur de se faire mal, ce qui facilite grandement notre empathie en tant que spectateur, puisque ce sont des peurs intrinsèques à nous tous. Et c'est fou qu'il arrive à créer ce sentiment parce qu'on ne voit rien, mais on pense voir. Lorsque nous sommes longtemps dans le noir, sans vision, notre cerveau s'imagine des formes de par lui-même. C'est comme quand t'es petit et que t'arrives pas à dormir parce que t'imaginais des visages en face de ton lit alors qu'il y avait rien du tout. T'étais juste dans le noir. C'est pareil dans ce film. Mais il y a jamais rien. À part dans la scène finale. Dans cette fameuse scène, nous comprenons que l'entité joue avec les enfants depuis 572 jours, c'est super long, Kevin demande à regarder quelque chose d'heureux à la télévision et il se passe ceci. Un visage se forme dans le noir, imperceptible. On ne peut voir que la forme de celui-ci. Il s'agit de l'entité qui lui demande d'aller dormir. Kevin lui demande son nom, mais celle-ci ne répond pas et se perd à nouveau dans le noir. Et c'est la fin du film. C'est l'un des seuls visages qu'on voit de toute l'œuvre. Encore une fois, Skinamarink joue avec son spectateur en cassant lui-même les codes qu'il a construits durant le film. Quelque chose apparaît dans le noir pour la première fois, si bien qu'on pourrait se demander si c'est pas nous qui sommes en train d'halluciner. Donc par logique, à ce moment-là, on pourrait s'attendre à un jumpscare. Sauf qu'il n'y a rien. C'est une scène qui joue avec l'attente et la tension, un peu comme celle de The Blair Witch Project, vue au début de la vidéo. Sauf que là, le sentiment est créé par quelque chose de différent. The Blair Witch Project nous le donne avec un rythme saccadé, comme si à tout moment la caméra allait exploser, tandis que Skinamarink opte pour un visuel et une attente trop longue. L'entité a l'air quasi décontractée, ce qui contraste énormément avec l'atmosphère du film. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans le noir, notre cerveau a tendance à halluciner des visages. Sauf que là, en fait, il n'y a pas d'hallucination, c'est un vrai visage. Et on n'arrive pas à le distinguer. Je vous raconte pas comment on est scotché sur l'écran lorsqu'on voit cette scène en direct. C'est créé de sorte à ce qu'on n'arrive pas vraiment à regarder ailleurs. Cette scène sert de climax au film et aurait pu se terminer par un jumpscare bien satisfaisant, mais elle préfère se conclure sur rien. À son image, j'ai envie de dire. Ce qui fait en sorte que, dès qu'il se termine, on se demande ce qui vient de se passer et du coup l'attention nous suit encore lorsque les crédits déroulent. Et selon moi, c'est la scène la plus terrifiante de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Il y a une infinité de façons de faire peur. Dans cette vidéo, on a simplement parlé de 4 mécaniques assez singulières. Mais il existe tellement d'autres œuvres, que ce soit des films, des jeux vidéo ou même des livres qui utilisent certaines techniques pour provoquer ce sentiment, que ce soit par l'incompréhension, la surprise, la perte de contrôle, le son, avec des milliers de dollars ou avec zéro, c'est un réservoir infini. Et tout ça, c'est grâce à la créativité. Une bonne idée, bien transformée, est assurée de fonctionner. Et ce qui est cool, c'est que la créativité, on l'a tous à l'intérieur de nous. Ça se pratique, c'est comme un muscle. Alors sur ce, allez créer des choses. Et kiffer, parce que là on a parlé de la peur, mais ça peut s'appartenir aussi à toutes les émotions humaines. Kiffez vos vies. Super message. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de faire attention à vous. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore à Oli de m'avoir accompagné dans cette petite aventure. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.